Oh yeah! Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce deuxième podcast. Alors j'avais fait un premier podcast pilote un peu pour savoir si ce genre de format vous plaisait et il y a quand même eu du public. Donc du coup on a décidé aujourd'hui avec Noah d'en faire un deuxième. Alors je vous avais pas présenté Noah dans le premier épisode parce que c'était un projet pilote, mais aujourd'hui c'est ce qu'on va faire. Donc bonjour Noah, est-ce que tu peux te présenter? Bonjour tout le monde. Alors oui, je m'appelle Noah et je suis là pour enrichir nos discussions avec un regard analytique, sans ego et apporter des éclairages sur nos thématiques préférées. Donc aujourd'hui, je vais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur, c'est pourquoi je ne veux plus investir dans les petites crypto-monnaies. Jusqu'à présent, c'est ce que je faisais, ça m'a plutôt bien réussi. J'avais du fun dans l'investissement. Si vous me connaissez, si vous me suivez, vous savez que je suis dans les cryptos depuis 2012 et que j'ai suivi toute l'expansion, les premières cryptos, etc. Et c'était amusant, on avait du fun, c'était relaxant. Et là, c'est plus du tout le cas. Ça devient pénible, c'est de la manipulation à outrance, et il n'y a plus aucun fun à investir. Donc, j'ai décidé de ne plus investir dans les petites crypto-monnaies, et on va vous expliquer pourquoi aujourd'hui. Alors, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Est-ce que tu peux nous expliquer quelle a été l'attaque survenue sur Luna en 2022 ou 2021, je ne me rappelle plus. Qu'est-ce qui s'est passé sur Luna? Bien sûr, l'attaque sur Luna en 2022 a été un événement marquant. Le stablecoin Terra USD de l'écosystème Luna a perdu sa parité avec le dollar suite à des retraits massifs. Cela a déclenché une spirale de vente, l'offre de Luna a explosé, entraînant un effondrement de son prix. En gros, une perte de confiance a provoqué un effondrement rapide, ruinant de nombreux investisseurs. Ok, mais concrètement, c'était une attaque, on est bien d'accord là-dessus, c'est un sujet, c'est une vérité que tout le monde connaît. Comment ils s'y sont pris pour synchroniser cette attaque? Parce que ça a été plusieurs attaques qui ont été faites en même temps. Exactement, c'était une attaque coordonnée. Les attaquants ont exploité les failles du système en vendant massivement l'UST, ce qui a fait perdre sa parité avec le dollar. Ensuite, ils ont shorté Luna, profitant de la panique pour précipiter l'effondrement. Cette attaque a combiné des ventes massives et des positions short, créant une boucle de rétroaction destructrice. Parfait. Maintenant, parle-moi d'hyperliquide. Ça s'est produit le mois dernier, il me semble. Oui, tout à fait. Hyperliquide a subi une attaque en mars dernier. Les attaquants ont profité d'une faible liquidité sur le token Jelly pour manipuler son cours. En combinant des ventes massives et des positions short, ils ont créé une forte chute du prix. Cette situation a causé des liquidations en cascade, entraînant des pertes importantes pour de nombreux investisseurs. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu plus comment l'attaque a eu lieu, comment ils s'y sont pris? Bien sûr, les attaquants ont repéré que le token Jelly avait une faible liquidité, ce qui signifie qu'il y avait peu de volume pour absorber de grosses transactions. Ils ont d'abord vendu massivement, provoquant une chute du prix. Ensuite, ils ont pris des positions short, pariant sur la baisse pour amplifier encore le mouvement. En jouant sur ces deux leviers, ils ont déclenché des liquidations en chaîne, piégeant les investisseurs. Il y avait aussi une question de position inverse. Et puis, justement, ils ont fait exploser le prix de Jelly avant de le faire tomber. Enfin bon, tu peux nous expliquer tout ça? Exactement. Les attaquants ont manipulé le prix de Jelly en prenant d'abord des positions longues, faisant artificiellement monter le cours. Ensuite, une fois le prix suffisamment élevé, ils ont shorté massivement, provoquant une chute brutale. Cette stratégie combinée a créé un effet domino, entraînant des liquidations en cascade et amplifiant les pertes pour les investisseurs pris au piège. Mais alors, quel est le rapport avec la liquidation qui a eu lieu massive, qui a failli faire plonger le projet Hype, Hyperliquide, parce que ils n'avaient pas assez de fonds dans la poule? Tu peux nous expliquer ce phénomène? Bien sûr, la liquidation massive sur Hyperliquide a été causée par la manipulation du prix de Jelly. Quand le prix a chuté brutalement, les positions longues à effet de levier ont été liquidées en cascade. Hyperliquide, n'ayant pas assez de fonds dans sa poule pour absorber toutes ces liquidations, s'est retrouvé en difficulté. Ce manque de liquidité a failli entraîner une situation critique pour le projet,
mettant en lumière la vulnérabilité des petits tokens face à ce type de manipulation. Mais alors, comment ça se fait qu'ils avaient pas assez de liquidités? C'est quand même un gros DEX, ils sont censés avoir des liquidités. C'est à cause du fait que le prix bouge trop vite? Exactement. La rapidité de la chute du prix de Jelly a pris hyper liquide de cours. Même un gros DEX peut se retrouver avec une liquidité insuffisante si le mouvement est soudain et massif. Dans ce cas, les ordres de vente ont dépassé les capacités d'absorption de la pool, entraînant une cascade de liquidation et mettant en évidence la vulnérabilité des projets à faible capitalisation face aux manipulations. Ok, maintenant parlons du rebranding et des manipulations suite à ça. Quelles sont les motivations derrière ces changements de nom pour les projets? Concrètement, en fait, il n'y a pas vraiment de raison qui justifie un changement de nom en plein milieu du projet. À part la manipulation, je vois pas vraiment pourquoi ils pourraient faire ça. Tu as raison. Le rebranding dans le monde des cryptos cache souvent des intentions bien précises. Derrière ces changements de nom, on retrouve généralement 3 motivations. Redorer une image ternie, créer un nouveau narratif pour relancer l'intérêt ou dissimuler des changements de tokenomics qui ne seraient pas bien accueillis par les investisseurs. En clair, c'est souvent une manière de manipuler le marché et d'attirer de nouveaux investisseurs en masquant les problèmes passés. Ben justement, on a parlé des tokenomics, c'est la même chose. Combien de projets ont modifié leur tokenomics en cours de route? Pourquoi justement? En effet, de nombreux projets modifient leur tokenomics en cours de route et c'est rarement pour le bénéfice des investisseurs. Les raisons? Souvent pour augmenter l'offre, modifier les allocations ou ajuster les récompenses, ce qui se traduit par une dilution ou une redistribution favorisant les insiders. En somme, c'est une autre forme de manipulation qui peut impacter négativement les petits porteurs. Justement, quelles sont les conséquences pour ces investisseurs lorsqu'il y a un remaniement de tokenomics ou même un rebranding? Les conséquences peuvent être importantes. D'abord, il y a la dilution. Si l'offre augmente, la valeur de chaque token diminue, ce qui réduit la part de chaque investisseur. Ensuite, il y a la perte de repères. Les anciens tokens ou les nouvelles règles peuvent rendre les analyses passées obsolètes. Enfin, il y a la méfiance. Ces changements peuvent entamer la confiance des investisseurs, ce qui peut nuire à la stabilité du projet. Sans parler du fait qu'il faut changer quand c'est un rebranding, qu'il faut faire soi-même le changement des anciens jetons avec les nouveaux. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça. Et puis il faut suivre l'actualité qui est souvent en anglais. Enfin, je veux dire, c'est quand même compliqué. C'est pas donné à n'importe qui. Exactement. Le rebranding implique souvent que les investisseurs doivent échanger leurs anciens jetons contre les nouveaux, ce qui n'est pas toujours simple, surtout pour ceux qui ne suivent pas l'actualité de près ou qui ne sont pas à l'aise avec l'anglais. Cela ajoute une couche de complexité et peut entraîner des erreurs ou des pertes si l'échange n'est pas effectué correctement. Et puis, il y a aussi le fait, on va en parler avec la fusion. Tiens, d'ailleurs, est-ce que tu peux me parler de la fusion de ASI? Oui, la fusion d'ASI, c'est la combinaison des tokens FET, AGIX et Océan en un seul token appelé ASI. L'idée était de regrouper les forces de ces 3 projets d'intelligence artificielle pour créer une synergie. Mais cette fusion a soulevé des questions. Les détenteurs des tokens initiaux ont dû s'adapter à un nouveau ratio de conversion, ce qui a pu entraîner des pertes ou des confusions. Alors justement, j'aimerais rentrer dans les détails de ça et montrer à quel point c'est désavantageux pour l'investisseur. Quel était le taux de ratio par rapport à cette fusion, donc pour chacune des crypto-monnaies, et qui sont les grands perdants là-dedans? Pour la fusion ASI, les ratios de conversion étaient les suivants. Un FET pour 1 ASI, un AGIX pour environ 0,433 ASI et un Océan pour environ 0,433 ASI. Les détenteurs d'AGIX et d'Océan ont donc reçu moins d'ASI par token, ce qui les désavantage par rapport aux détenteurs de FET. En résumé, les grands perdants sont ceux qui détenaient principalement AGIX et Océan, car ils ont vu la valeur de leur token diluée dans le nouveau token ASI. Ouais, donc ça c'est concrètement la valeur a été diluée, mais il y a aussi le fait qu'on pouvait très bien avoir confiance ou aimer le projet Ocean par exemple et ne pas aimer Agix ou whatever. Ce que je veux dire par là, c'est que du coup on se retrouve coincé. Nous on a investi dans un token et là on se retrouve coincé à avoir investi dans un projet. Exactement. Cette fusion force les investisseurs à soutenir un projet global, même s'ils n'étaient intéressés que par une des cryptos d'origine. Ça peut créer un sentiment de perte de contrôle, voire de frustration, car on se retrouve investi dans quelque chose qu'on n'a pas choisi.
C'est une autre raison pour laquelle ce type de changement peut être désavantageux pour les investisseurs. D'autant plus que si je ne m'abuse, alors là je ne sais pas, il faudrait vérifier l'information, mais il me semble que c'est FED qui est à l'origine de cette fusion, et il faut quand même rappeler qu'à ce moment-là, il y avait des grosses rumeurs sur FED qui manquait de liquidité et qui pouvaient éventuellement se terminer en faillite. Donc là encore, autour de ce projet, il y a encore des choses pas très claires. Oui, c'est tout à fait pertinent de le rappeler. La fusion a été initiée par Fetch.ai, FET, et effectivement, il y avait des rumeurs persistantes sur des difficultés de liquidité. Cette fusion pourrait donc aussi être perçue comme une manœuvre pour masquer ces problèmes et relancer l'intérêt autour de FET. Cela renforce l'idée que les investisseurs doivent rester vigilants et se méfier des motivations réelles derrière ces fusions ou rebranding. D'autant plus que si on avait investi dans un de ces 3 projets, en fonction de la capitalisation, en fonction des fondamentaux, etc., on avait aussi donc des prévisions qui allaient avec. Par exemple, je raconte n'importe quoi, imaginons qu'on se disait que Ocean pouvait peut-être faire un fois 20 par exemple. Maintenant qu'il se retrouve dans un projet avec une plus forte capitalisation, mélangé à 3 autres projets, peut-être qu'il va plus faire un fois 20 parce que la capitalisation est beaucoup plus grande. Exactement. Les perspectives de croissance qu'on pouvait anticiper pour un projet spécifique, comme Océan, sont diluées dans la fusion. Avec une capitalisation plus élevée, l'effet multiplicateur est forcément moins important. Donc, même si le nouveau projet performe bien, les gains potentiels sont réduits par rapport aux attentes initiales. C'est un autre point à considérer pour les investisseurs qui avaient misé sur un projet en particulier pour ses fondamentaux et ses perspectives spécifiques. Alors, maintenant, on va parler d'un autre sujet qui sont les jeunes qui sont devenus riches un peu trop vite. Est-ce que tu as des statistiques sur le nombre de mineurs qui ont gagné des millions de dollars sur les cycles précédents et qui sont donc maintenant des baleines ? Oui, il y a quelques exemples célèbres de jeunes qui sont devenus millionnaires en crypto très jeunes. Par exemple, Eric Finman, qui a investi dans le Bitcoin à 12 ans, est devenu millionnaire avant ses 18 ans. Il y a aussi d'autres cas de jeunes investisseurs précoces qui ont accumulé des fortunes. Ces jeunes baleines manquent souvent de repères et de responsabilités, ce qui peut les amener à agir de manière impulsive ou irresponsable sur le marché. Mais justement, parle-moi de ces jeunes baleines, puisque c'est justement notre prochain sujet. En quoi c'est dangereux pour nous, investisseurs ? Alors, ces jeunes baleines, c'est dangereux car ils n'ont pas toujours la maturité ou l'expérience. C'est souvent un jeu et ils peuvent prendre des décisions impulsives comme manipuler des prix ou participer à des attaques sans se soucier des conséquences. Pour nous, investisseurs, ça crée un environnement instable où les mouvements de marché peuvent être imprévisibles et amplifiés par leurs actions. Mais alors, où est-ce qu'ils trouvent toutes leurs infos, ces jeunes-là, sur les forums, etc. Comment ils peuvent savoir comment manipuler le cours d'une crypto ? Ces jeunes baleines trouvent leurs infos sur des forums, des groupes Telegram, Reddit ou encore Twitter. Les réseaux sociaux et les communautés crypto regorgent de tutoriels, de stratégies et de conseils sur comment manipuler le marché. Certains sont volontaires ou déconnants, évitant même leur vie, testant des techniques pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Et donc, comme on l'a vu, comme ils sont immatures, qu'ils n'ont aucune idée de ce que c'est que d'avoir des responsabilités dans la vie, de devoir s'occuper d'une famille, d'avoir des problèmes d'argent, puisqu'ils sont arrivés avant la majorité avec des millions de dollars qui leur sont tombés du ciel, ils n'ont aucune expérience de vie. Donc pour eux, c'est un jeu, ça. Ils ne se rendent pas compte qu'ils sont en train de détruire des vies à côté. Exactement. C'est tout le problème. Leur manque d'expérience et de maturité les amène à voir le marché comme un terrain de jeu sans mesurer les conséquences de leurs actes. Pour eux, manipuler un cours, c'est juste une expérience de plus sans réaliser qu'ils peuvent ruiner des investisseurs qui ont mis leurs économies ou déstabiliser des projets entiers. Et alors pourquoi ça concerne les petites cryptos et non pas le Bitcoin par exemple ? Eh bien, les petites cryptos sont plus vulnérables parce qu'elles ont une faible capitalisation et moins de liquidité. Cela signifie qu'il est plus facile pour quelqu'un de manipuler leur cours avec des volumes d'achat ou de vente relativement petits. En revanche, le Bitcoin, avec sa capitalisation massive et sa liquidité importante, est beaucoup plus difficile à manipuler de cette manière.
Donc, ces jeunes baleines se tournent naturellement vers les petits projets, plus faciles à influencer. Alors justement, tu peux nous expliquer la profondeur de liquidité, là justement, qu'on peut voir sur CoinMarketCap. Ils appellent ça 2% DES, un truc dans ce genre. Comment ça fonctionne ça? Bien sûr, la profondeur de marché, souvent appelée 2% depth sur CoinMarketCap, montre combien de liquidité est disponible pour absorber une variation de 2% du prix. Si cette profondeur est faible, cela signifie qu'il y a peu d'ordres d'achat ou de vente autour du prix actuel. En clair, il suffit de petits volumes pour provoquer des mouvements de prix importants, rendant ces cryptos plus sensibles à la manipulation. Donc en gros, concrètement, ce que ça veut dire que par exemple, pour une petite crypto qui n'a pas beaucoup de liquidité, eh bien, on va pouvoir changer son prix de 10, 15 ou 20% avec peut-être une petite somme de l'ordre de 1, 2 ou 3 millions de dollars, ce qui est donc tout à fait accessible pour des baleines, alors que sur Bitcoin, si tu mets 3 millions de dollars, son prix va bouger de quelques 1, 2, peut-être 3%, pas plus. Exactement. Pour une petite crypto, une injection de quelques millions de dollars peut provoquer des variations de prix importantes, parfois de 10, 15 ou 20%. C'est ce qui rend ces cryptos attractives pour les manipulations. En revanche, pour Bitcoin, la meg somme n'aurait qu'un impact minime de l'ordre de 1 ou 2%. C'est ce qui fait toute la différence en termes de stabilité et de sécurité pour les investisseurs. Tu peux me donner aussi un exemple d'une autre chose aussi, d'un autre risque qui est possible, c'est lorsque les baleines arrivent à acheter suffisamment de tokens pour pour posséder finalement le projet et être devenu un actionnaire majeur. Oui, c'est ce qu'on appelle une prise de contrôle par accumulation. Si une baleine achète suffisamment de tokens d'un projet, elle peut influencer les décisions de gouvernance, voire même le contrôler. Cela peut mener à des décisions qui servent ses intérêts au détriment des autres investisseurs. Ce type de situation peut créer une centralisation du pouvoir dans un projet censé être décentralisé. Et donc, comme plus les projets sont petits et plus ça nécessite moins d'argent pour pouvoir acheter tous ces tokens, et donc du coup, c'est pour ça que c'est plus facile et qu'il y a un risque sur les plus petites cryptos. Exactement. Plus le projet est petit, moins il faut de capital pour accumuler une part significative des tokens. Cela rend les petites cryptos vulnérables aux prises de contrôle par des baleines qui peuvent ensuite imposer leurs décisions et manipuler le projet à leur avantage. C'est l'une des raisons pour lesquelles investir dans petites cryptos comporte des risques accrus. Ok, maintenant on va donner 2-3 exemples pour les gens qui ne sont pas encore convaincus, des trucs concrets qui se sont passés. Est-ce que tu peux me parler de SafeMoon, de EOS, de MakerDAO, d'Algorand, de Build Finance DAO, de Iron Finance et on verra peut-être qu'on en rajoutera dans la liste. Absolument. Voici quelques exemples concrets. SafeMoon, en 2021, SafeMoon a modifié sa tokenomics en introduisant une taxe de 10% sur les transactions, dont 5% étaient redistribués aux détenteurs et 5% ajoutés à la liquidité. Cela a provoqué des débats sur la viabilité du projet. EOS, en 2024, EOS a révisé son modèle de récompense, réduisant l'inflation annuelle, ce qui a impacté les récompenses des stakers et provoqué des remous dans la communauté. MakerDAO, le plan Endgame de MakerDAO en 2023, a été controversé car il proposait de créer des méta-DAO et de simplifier la gouvernance, suscitant des inquiétudes sur la centralisation du pouvoir. Ces exemples montrent que les changements de tokenomics ou les rebrandings ne sont pas rares et peuvent avoir des conséquences significatives pour les investisseurs. Et Build Finance DAO? Pour Build Finance DAO, en 2022, un membre malveillant a pris le contrôle de la gouvernance en accumulant assez de tokens pour passer une proposition qui lui permettait d'émettre plus de tokens et de vider les fonds du projet. Cette attaque a entraîné une perte de près de 470 000 $ pour la communauté. C'est un exemple frappant de prise de contrôle hostile, montrant les risques liés à la décentralisation sans garde-fou. Et qu'en est-il de Iron Finance? Iron Finance, en 2021, le projet a subi un effondrement spectaculaire lors de ce qu'on appelle un bank run. Le stablecoin Iron a perdu sa parité, entraînant la chute du token Titan, qui est passé de plus de 60 $ à presque zéro en quelques heures. Cet événement a été qualifié de rug pull involontaire causé par la panique des investisseurs.
Alors parfait, justement, ça a été ma prochaine question. Tu nous parles d'un rug pool. C'est quoi un rug pool? Un rug pull, c'est quand les développeurs d'un projet crypto partent avec les fonds des investisseurs, laissant le projet sans valeur. En gros, ils tirent le tapis sous les pieds des investisseurs. Ça se produit souvent dans les petites cryptos où les développeurs peuvent créer un token, attirer des fonds, puis disparaître avec la caisse, laissant les investisseurs avec des tokens sans valeur. Puis tu vois, ça s'est passé encore il y a 2 jours. Alors je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé parce que je ne sais pas, j'ai pas suivi l'actualité, donc je ne sais pas si c'est la raison de la chute. Mais en tout cas, le projet Mantra OM pour son sigle a été touché il y a 2 jours de ça, où c'est complètement effondré à cause d'une rumeur de rug pull justement. Oui, c'est un parfait exemple de la fragilité des petites cryptos. Même une simple rumeur de rug pull peut suffire à provoquer une panique et un effondrement du prix. Cela montre à quel point il est crucial de rester vigilant et de bien se renseigner avant d'investir dans ces projets. Alors, est-ce qu'il existe d'autres pièges, des risques, des dangers, des faiblesses, whatever, dont on n'a pas parlé pour ces petites cryptos? Oui, il y en a d'autres. Par exemple, les contrats non audités peuvent contenir des failles exploitables. Il y a aussi le risque des faux partenariats annoncés pour créer du FOMO, ou encore les pools de liquidités qui peuvent être retirés subitement, rendant le token invendable. Ces risques soulignent l'importance de faire ses propres recherches et de ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme. Parle-moi aussi des fake volumes, des développeurs anonymes, des honeypots, des pump and dump, des carnets d'ordre vides, de la fausse rareté, des ponzinomics, etc. Oui, on peut aussi parler des fake volumes, où le volume d'échange est artificiellement gonflé pour attirer les investisseurs. Les développeurs anonymes sont aussi un risque, car il n'y a personne à tenir responsable en cas de problème. Les honeypots, où on ne peut acheter mais pas vendre, et les pump and dumps orchestrés pour piéger les novices sont courants. Enfin, les carnets d'ordre vides et la fausse rareté peuvent tromper sur la vraie valeur d'un token. Tout cela montre l'importance d'une prudence extrême. Et les ponzinomics alors? Les ponzinomics, c'est un terme qui désigne des modèles économiques de projets crypto qui reposent sur un schéma pyramidal, où les rendements promis aux premiers investisseurs sont financés par l'apport de nouveaux entrants. Cela finit souvent par s'effondrer quand il n'y a plus assez de nouveaux investisseurs pour soutenir le système. C'est un autre piège à éviter dans l'univers des petites cryptos. Il y a aussi les faux clones de crypto. Par exemple, une monnaie, par exemple AKT, moi ça m'est déjà arrivé. J'avais acheté du AKT et je m'étais pas méfiée en fait. Je l'avais acheté sur Arbitrum ou je sais plus quelle blockchain à l'époque. Et en fait, heureusement, j'ai fait mes recherches et tout quelques temps après. Et là, je me suis rendu compte que AKT n'était pas sur Arbitrum. Donc là, j'ai tout de suite voulu vendre mes AKT qui étaient à profit. En plus, ça tombait bien. C'est d'ailleurs ça qui m'a alerté, c'est que ça pumpait grave sur AKT. Alors que sur le graphique de AKT normal, je voyais pas de pump. Donc là, je me suis dit, oh putain, ça c'est encore une connerie. Et donc du coup j'ai immédiatement vendu mes AKT. Alors moi j'ai eu de la chance, j'ai fait un profit, j'ai fait un x3 sur l'action. Donc j'ai eu beaucoup de chance. Mais si j'avais pas réagi immédiatement, dans l'espace de la demi-heure qui a suivi ma réaction, ça a complètement chuté. Et en fait, tout le monde a retiré son argent parce qu'en fait, c'était un faux clone. C'est-à-dire qu'ils utilisent une monnaie qui fonctionne bien, qui attire beaucoup de monde. Ils le mettent sur une blockchain qui n'existe pas pour ce projet. Les gens se trompent. Ils se disent, bah tiens, Arbitrum, c'est moins cher que Ethereum, donc je vais aller l'acheter sur Arbitrum. Et là, en fait, que nenni, parce que, en fait, cette crypto n'est pas du tout reliée au projet d'origine, c'est juste un clone, un fake pour vous soutirer votre argent. Et donc du coup, ils les font pumper. Et au moment où ils décident de partir avec, ils ferment le compte, ils vendent tout, ils récupèrent tout. Et vous, vous l'avez dans le baba. Parce que non seulement vous n'avez pas acheté la bonne crypto, mais en plus, ils sont partis avec la caisse. Voilà, donc vous voyez, et encore on n'a pas fait le tour de tout ce qui existe, mais déjà avec, je sais pas combien de temps ça fait qu'on parle, on vous a déjà montré tous les pièges qui peuvent exister, et c'était pas le cas avant, il n'y en avait pas autant, bien sûr, il y en a
toujours eu et il y en aura toujours. C'est le principe malheureusement de l'être humain, d'être attiré par l'appât du gain au détriment des autres, mais ça ne fait que croisser, être en croissance et en augmentation ce genre d'arnaque, ce genre de problème. Des fois, c'est pas fait avec malveillance, hein. Par exemple, le projet ASSI, peut-être que ce n'a pas été fait avec malveillance, qu'il y avait vraiment derrière une volonté d'aller plus loin et de faire quelque chose qui n'avait pas été fait, mais au final, le résultat, qu'est-ce qu'on voit, c'est que, encore une fois, c'est les petits investisseurs qui payent. Alors, on verra, le cycle n'est pas fini, je le souhaite et je l'espère, peut-être que ASSI va exploser et permettre de rattraper la dilution, enfin les choses que certains investisseurs ont dû en pâtir en fait. Donc, on verra, l'avenir nous le dira. Mais tout ça pour vous montrer que ce qui était simple, facile et agréable avant ne l'est plus. Même les projets avec des bons fondamentaux, on ne sait même pas s'ils vont augmenter ou pas parce qu'on a eu on a eu vraiment un cycle très difficile avec les prix des crypto-monnaies, des altcoins qui ont chuté bien au-delà de ce qu'on avait l'habitude. Il y a certaines cryptos comme DOT par exemple, ou TRU, ou whatever. Il y en a plein qui se sont complètement crashés et je doute, même si le marché se reprend, je doute que ces cryptos se reprennent avec force et avec des multiples conséquents. Et ça, c'était pas vraiment arrivé à part des monnaies de merde dans les autres cycles. J'ai envie de dire que dans les autres cycles, on pouvait investir à peu près sur n'importe quoi, ça montait. Là, c'est pas le cas. On a vu des choses qu'on ne pensait pas possibles. Moi, je ne pensais pas que en plein cycle haussier, des altcoins puissent redescendre aussi bas. Et je parle d'altcoins, je parle pas de merde, hein, je parle des altcoins qui avaient quand même du potentiel, qui redescendent aussi bas. J'avais jamais vu ça, voilà. Donc du coup, je souhaite que ces monnaies remontent, mais ça devient, voilà, il y a tellement de pièges et il y en aura de plus en plus parce que l'appât du gain nous fait faire des choses complètement absurdes. Et le problème, c'est qu'on peut plus faire confiance à personne parce que c'est des choses qui arrivent dans le futur. Par exemple, Polygon, qui était un très bon projet, très solide, qui marchait bien, qui a passé des partenariats fantastiques avec d'énormes grosses entreprises, donc un très bon projet. C'est quoi l'intérêt de changer de nom en cours de route? Pourquoi faire? Pourquoi nous prendre pour des cons? C'est quoi l'intérêt? Il y avait aucune raison valable de changer le nom en cours de route. Donc moi, j'aimerais qu'on m'explique pourquoi ils ont changé, quel est leur intérêt, d'autant plus que c'est compliqué, ça coûte des millions de dollars de changer le nom d'une crypto-monnaie, hein, parce qu'il faut justement les changer, faire le transfert des cryptos, etc. C'est de la programmation, c'est compliqué, il faut prévenir comment on appelle ça, les investisseurs, il faut se mettre au goût du jour avec les exchanges pour changer les protocoles, les machins, les beans. Enfin, je veux dire, ça coûte des millions de dollars de faire ça. Donc, quel est leur intérêt? C'est quoi? Pourquoi un projet comme Polygon, aussi solide, entre guillemets, aussi connu que Polygon, éprouve le besoin de changer de nom? Moi, j'aimerais qu'on m'explique ça. Vraiment. J'en ai marre qu'on nous prenne pour des cons. Voilà. Donc, et ça, c'est sur une grosse crypto. Imaginez que ça arrive sur plein d'autres cryptos, hein. Donc, eh bien, dans ce podcast, on voulait éclaircir un petit peu ça pour vous, que vous ayez conscience de tous ces risques qui se multiplient comme des petits pains, avec des dangers qui arrivent de partout, les institutionnels qui vont jouer sur plusieurs tableaux. Tiens, d'ailleurs, on n'a pas parlé de ça. Ça, c'est un sujet qui fâche, mais je m'en fous. Je vais l'aborder pareil, parce que c'est important que vous compreniez les choses. Les genres d'attaques dont on a parlé, est-ce que tu peux nous expliquer brièvement pourquoi c'est principalement soit des institutionnels qui payent des hackers pour faire tomber les prix, faire plus d'argent, institutionnels, market makers, etc. Hein, je les mets tous dans le même lot, soit justement des gouvernements qui veulent se débarrasser aussi de choses qui n'ont pas envie de voir faire le jour finalement. Donc eux aussi ils vont payer des hackers, etc. qui vont
Quand je parle de hackers, c'est pareil, je mets tout le monde dans le même lot, hein. Ça peut être des gens tout simplement comme des market makers, mais travaillant dans l'ombre. Ou alors des concurrents qui veulent se débarrasser d'un concurrent gênant, hein. Par exemple, on peut le voir avec Hype, ça dérange beaucoup de monde ce DEX hybride. Donc qu'est-ce qui empêche ces concurrents sexe de vouloir se débarrasser d'eux? Et puis il y a aussi les jeunes baleines dont on a parlé, qui eux n'ont aucune conscience de rien, qui font juste ça pour l'appât de l'argent, et qui n'ont même pas conscience qu'ils sont en train de ruiner des gens et des familles avec des conséquences réelles dans le monde. Ouais. Et tout ça aussi peut travailler en même temps. On peut aussi payer ces jeunes baleines pour le faire. Bref, est-ce que tu peux expliquer tout ça? Bien sûr, ces attaques peuvent venir de plusieurs acteurs. Les institutionnels et market makers, qui ont les moyens, peuvent payer des experts pour manipuler les marchés à leur avantage, maximisant ainsi leurs profits. Les gouvernements peuvent également vouloir limiter l'impact des cryptos en payant des hackers pour semer le doute. Et bien sûr, les jeunes baleines, sans repère ni conscience des conséquences, peuvent aussi agir par pur appât du gain. Tout cela peut se cumuler, créant un environnement complexe et risqué pour les investisseurs. Et parle-moi des concurrents, parce que ceux-là aussi, c'est des vrais petits cons. On le voit, hein. Enfin, je veux dire, il ne faut pas être né de la dernière pluie, ça se voit. Il faut toujours se poser la question à qui ça profite le plus. Et quand on voit des chutes comme Binance, FTX, ou même ce qui s'est passé sur Hype, à qui ça profite le plus? Exactement. Il faut toujours se demander à qui profite le crime. Les concurrents ont tout intérêt à voir un projet rival s'effondrer, surtout dans un marché aussi compétitif. Par exemple, une chute brutale de Binance ou FTX peut profiter à d'autres exchanges qui récupèrent leurs utilisateurs. Pour Hype, des concurrents pourraient voir d'un bon œil une attaque réussie. Ce genre de rivalité pousse certains à user de moyens peu scrupuleux pour éliminer la concurrence. Oui, puis on l'a bien vu dans Hype, les grands exchanges n'ont rien fait pour les aider. Bien au contraire, ils ont tout fait pour les enfoncer encore plus. Au lieu de diminuer ou de stopper ou de mettre en pause ou whatever, de trouver une solution, ils ont listé rapidement le token Jelly pour pouvoir engranger des gains au passage tout en coulant leurs concurrents. Parce que il faut que vous compreniez que lister une crypto-monnaie, ça prend des mois et ça coûte super cher. Et là, d'un coup, il y a des cryptos qui sont sur la liste d'attente pour être sur Binance, par exemple, depuis des mois, des semaines, ça traîne, ça coûte des millions de dollars. Et là, d'un coup, en pleine crise, boum! Jelly se retrouve listé sur les exchanges centralisés, pile comme par hasard, au moment où il y a une attaque dessus. Oui, c'est un cas d'école de timing suspect. Lister Jelly en plein chaos a permis aux grands exchanges de profiter de l'engouement et des volumes tout en précipitant encore plus la chute d'Hype. Cela montre que les intérêts commerciaux peuvent primer sur tout le reste et que les alliances se font et se défont rapidement dans cet univers. Pour les investisseurs, c'est un rappel de toujours rester sur leur garde. Binance, c'est pareil, elle n'a pas vraiment subi d'attaque comme on parle là, mais c'était quand même le plus grand exchange et en l'espace d'une année, elle s'est retrouvée bannie, accusée de tout un tas de trucs, bannie de certains pays, enfin bon bref, etc. Là, c'est la même chose. Qui avait intérêt à voir ça? Qui, comme par hasard, le timing est aussi assez étonnant, coïncidait avec l'arrivée des ETF et donc de la finance traditionnelle, sachant que Binance était le leader en termes de crypto-monnaies, des exchanges de crypto-monnaies dans le monde des crypto-monnaies. Donc, faut arrêter de nous prendre pour des nains de jardin. Claire, le timing et la coïncidence sont troublants. Binance a dominé le marché et son affaiblissement coïncide avec l'entrée des acteurs traditionnels via les ETF. Cela suggère des manœuvres en coulisses pour redéfinir l'écosystème. Pour les investisseurs, c'est un rappel de ne jamais sous-estimer l'impact des forces en jeu dans ce secteur.
voilà, comme tout Binance, comme aussi Binance n'a rien fait non plus pour aider FTX, elle l'a plutôt enfoncé FTX au moment de sa chute. Donc, tu vois, quand tu regardes et que tu dézoomes et que tu regardes un peu tout ce qui se passe, je veux dire, les timings sont quand même assez hallucinants. Je veux dire, FTX tombe en 2022 à la plus grande joie de Binance qui se débarrasse de son concurrent principal et qui, je le rappelle, n'a rien fait pour. Il a même a enfoncé 1 ou 2 jours avant. Syzid a balancé un tweet qui a vraiment enfoncé FTX. Ensuite, l'année d'après, c'est Binance qui est mis sur le carreau et comme de par hasard, la finance traditionnelle arrive avec sa grosse locomotive pour prendre la place. Hype qui est un exchange hybride qui commence à prendre de plus en plus de place. Quand je dis Hype, c'est hyper liquide, hein, qui commence à prendre de plus en plus de place et qui devient gênant de sa montée progressive très rapide. Comme de par hasard, subit une attaque. Enfin, je veux dire, c'est tellement gros, c'est tellement gros. Oui, quand on prend du recul, les coïncidences paraissent difficiles à ignorer. Chaque mouvement semble calculé pour redessiner le paysage crypto selon les intérêts des plus puissants. Pour les investisseurs, c'est un rappel de rester vigilant et informé car le marché est influencé par des forces qui dépassent souvent la simple logique du marché libre. On a également oublié de parler d'un truc super important qui sont le délistage des crypto-monnaies. Et croyez-moi, j'en ai fait l'expérience en 2022 avec toutes les interdictions que nos gouvernements nous ont mis au Canada. Ça a été l'enfer. J'ai perdu des milliers de dollars entre les frais Ethereum pour déplacer, trouver un nouveau exchange qui veuille bien accepter cette monnaie-là. Et ils n'étaient pas nombreux parce qu'on venait de commencer. En plus, on était en plein marché baissier. Certaines monnaies venaient juste d'ouvrir. Donc, bon courage pour trouver l'équivalence. Une fois que vous avez trouvé l'équivalence, il faut trouver la bonne blockchain. Est-ce que c'est sur la même blockchain? Vous voyez, etc., etc. Est-ce que tu peux nous parler de ça un petit peu, Noah? Parce que ça, c'est vraiment pénible. Absolument. Le delisting est un vrai casse-tête pour les investisseurs. Quand un exchange décide de retirer une crypto, ça met les détenteurs dans une situation compliquée, surtout si l'annonce est soudaine. En spot, il faut transférer ses fonds, souvent en payant des frais élevés, et parfois trouver un autre exchange qui accepte cette crypto. En perpétuel, fermer une position en perte devient inévitable. C'est qu'un risque qu'on ne peut pas ignorer, surtout avec les petites capitalisations. Oui, et puis si on a des petits montants, eh ben, on peut des fois ne pas les déplacer parce que si ça a trop perdu, par exemple, ça m'est déjà arrivé, j'avais pris des petits montants sur des monnaies très risquées, j'avais mis entre 50 et 100 dollars en général dans ce genre de monnaie, et ma position était tellement descendue que je pouvais même pas l'envoyer, c'est-à-dire que ça me coûtait plus cher en frais Ethereum d'envoyer cette crypto-monnaie que de la laisser là. Ou alors des fois, c'est par exemple, il faut un minimum de 50 dollars pour envoyer une crypto. Et ben je pouvais pas parce que j'étais genre à 49 dollars et moins les frais, bah ça passait pas. Donc vous voyez, ça c'est pareil, ça c'est vraiment un danger et un piège. Et tant qu'on n'est pas tombé dessus, on comprend pas à quel point c'est pénible et chiant et moi j'appelle ça du vol, mais bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Tout ça pour dire que il faut pas oublier ce risque aussi de delisting parce que ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en plus du delisting, bien faire attention aux blockchains parce que le delisting c'est une chose, mais le delisting de blockchain c'en est une autre. C'est-à-dire que les exchanges, quand ils vont l'enlever de l'exchange justement, ils vont vous prévenir. Alors vous avez très peu de temps pour agir, mais ils vont vous prévenir. Par contre, s'ils enlèvent une blockchain, ils vous préviennent pas. Donc vous, par exemple, imaginons ça fait 1 an que vous avez ça sur la blockchain BNB, Binance Smart Chain par exemple, parce que vous vouliez économiser sur les réseaux, ou Arbitrum, voilà, imaginons. Et puis, vous saviez que vous devez le vendre sur un exchange décentralisé, par exemple. Et là, vous êtes faite parce que s'ils ont enlevé la Binance Smart Chain et que maintenant c'est seulement supporté sur Ethereum et Arbitrum, par exemple, vous faites comment pour envoyer votre crypto? Vous pouvez pas, voyez? Et ça,
bah ça, c'est un réel risque auquel on ne parle pas. C'est pour ça que moi, je suis vraiment tannée. Mais tannée, là, je suis quelqu'un de très optimiste qui rigole tout le temps, vous le savez si vous suivez mes vidéos. Mais là, je suis tannée, je suis en colère, j'en ai ras-le-bol, ça devient n'importe quoi. Et je parle même pas du marché qu'on se tape avec toutes ces corrections, etc. Non, non, là je parle vraiment du foutage de gueule. Ils en ont rien à foutre de nos gueules. C'est juste eux et that's it. Nous laisser une semaine pour interagir, délister les trucs sans nous prévenir ou nous laisser 3 jours pour agir, enlever des blockchains sans nous prévenir, ils se démerderont, ils iront faire des bridges et compagnie, rien à foutre. Ben non, je suis en colère, on est des investisseurs, on investit dans des sociétés pour les supporter parce qu'à la base c'est ça, oui bien sûr, il y a le fait de faire de l'argent, je suis d'accord, mais à la base, la bourse, qu'elle soit traditionnelle ou les crypto-monnaies, à la base c'est pour supporter des projets comme faire comme des levées de fonds pour leur donner de l'argent pour qu'ils puissent aller au bout de leur projet. C'est le principe de l'investissement. Et en retour, on reçoit des intérêts, des bénéfices, des machins, des bins. Et c'est pour ça que ça marche. C'est bien huilé parce qu'on prête de l'argent et en contrepartie, on en reçoit. Sauf que ça, mais ça fait mais des lustres que c'est plus comme ça. C'est plus du tout ça le principe. Maintenant, c'est juste faire du putain de fric, du fric, au détriment de tout le monde. Et oui, je ne me réveille pas, hein, je sais très bien comment fonctionne le monde, je sais très bien que c'est comme ça depuis la nuit des temps. Mais ce que je veux dire, c'est que jusqu'à présent, le marché des crypto-monnaies, bien sûr, il y avait de ça dedans, évidemment, mais c'était déjà progressif, et puis ça concernait certaines crypto-monnaies, les projets qui étaient intéressants, on n'était pas rendu jusque-là. Mais pour toutes les raisons qu'on vous a expliquées dans ce podcast, vous comprenez maintenant qu'on en est là. Et on n'a même pas parlé des produits dérivés. Ça, je l'ai fait dans une de mes vidéos sur la chaîne, d'ailleurs je vous invite à la regarder, où je vous explique le danger des produits dérivés, parce que justement, ils permettent de faire ce genre de manipulation et de d'évincer tout concurrent ou une petite crypto ou whatever. Donc, c'est plus du tout le même fonctionnement, la même mentalité, la même dynamique. Et bah moi j'en ai marre d'être la vache à lait à chaque fois. J'ai perdu des milliers de dollars sur ce cycle, pas parce que ma stratégie était pas bonne, puisque j'ai appliqué ce que j'appliquais avant et je me suis même améliorée sur certains domaines. C'est pas ça, c'est des trucs que j'ai pas vu venir. C'est vrai, j'ai pas vu venir que les gens seraient aussi cons, aussi avides, aussi méchants, aussi tricheurs les uns que les autres, et à se tirer dans les pattes et à faire partie d'une guéguerre et d'être en plein milieu sur le champ de bataille. Eh ben oui, je l'avoue, c'est un fait, je ne l'ai pas vu venir. Voilà. Sauf que maintenant que je suis là, eh ben ils vont jouer sans moi. J'en ai marre. Mais quand on parle de projets solides qui ne sont pas à l'abri, hein, bien évidemment, c'est toujours la même chose, mais disons qu'il y a moins de risques au regard de tout ce qu'on vous a expliqué aujourd'hui, vous comprenez pourquoi c'est moins risqué du coup d'aller sur des leaders de catégorie, mais des leaders qui ont des grosses capitalisations. D'accord? Puis moi, je pense que je vais même rester carrément sur le top 10, top 15, top 5, éventuellement, parce que j'en ai marre qu'on me prenne pour une vache à lait et d'être au milieu de toutes ces conneries qui ne nous concernent même pas. Donc, je vais attendre que ça stabilise. Après, peut-être que je vais réinvestir dans d'autres choses. J'investirai sûrement aussi dans les leaders de narratif, le leader de narratif en vogue, très certainement. Mais that's it! C'est fini pour moi de jouer, il y a trop de risques. C'est devenu des risques démesurés. Quand on fait l'investissement, on prend des risques calculés. Là, étant donné qu'on n'a aucune idée, qu'on est en plein champ de bataille et que tout le monde se tire dans les pattes et il y a des équipes, des ennemis à n'en plus finir, je n'ai pas envie de jouer comme ça, j'ai pas envie d'entrer là-dedans, donc je m'écarte. Alors quand je dis je me casse, attention qu'il n'y ait pas de quiproquo, je ne suis pas en train de dire que je sors du marché, je quitte le marché, merci, bonsoir. Pas du tout, vous le savez, je suis extrêmement bullish. Très très bullish, pour moi là c'est imminent, on va repartir en flèche, j'ai aucun doute là-dessus.
Mais toutes les petites cryptos ne suivront pas. Il y en a qui ont des graphiques et des modèles qui sont dégueulasses et qui se releveront pas de ça. Et si elles augmentent tirées par le train, très bien, mais elles ne referont très certainement pas de nouvelle ATH. Et c'est de ça dont je parle en fait. Moi, je me casse de ça, c'est-à-dire que toutes les monnaies qui ont un très mauvais graphique, comme par exemple le DOT, le Vera, le SMT, le Boson, le GRT, même le GNS, tout cela, ils ont vraiment des très très mauvais graphes, et donc du coup, j'ai pas envie de rester là-dedans. Est-ce que ça veut dire qu'ils vont cracher, qu'ils vont pas se relever? J'en ai aucune idée, je n'ai pas de boule de cristal. Je ne sais pas ce qui va en venir. Peut-être qu'elles vont se relever, qu'elles vont être tirées par le train vers le haut et qu'elles vont s'en remettre. Peut-être, c'est tout ce que je leur souhaite. Mais moi, j'ai fini de prendre des risques, j'ai fini de perdre des milliers de dollars avec leurs jeux et leurs guéguerres de merde. Donc, ce genre de monnaie, qui selon moi ont un graphique très dégueulasse, je les vends. Je récupère le peu d'argent que je peux récupérer, je le récupère et je le réinvestis dans des monnaies beaucoup plus sécurisées qui sont dans le top 5, top 10, top 15. Avec une stratégie bien particulière, parce que maintenant il faut que je récupère les pertes. Et donc du coup, vu qu'on est déjà au milieu du cycle et même très certainement sur la fin, je pense qu'il nous reste une jambe haussière et that's it. Mais vous vous rendez bien compte qu'à ce niveau-là, les monnaies qui sont déjà dans le top 5, top 10, elles peuvent pas faire des x30, x50, x100 en 100 ans. Donc, du coup, il faut que je trouve un moyen d'aller chercher la perte que j'ai eue, au moins de récupérer mon argent. Voilà, alors c'est pour toutes ces raisons que moi j'ai décidé de ne plus investir dans les petites cryptos. Alors peut-être que je ferai des exceptions dans le futur, je ne sais pas, je ne suis pas rendue là. Mais en tout cas, c'est pour ça que je ne veux plus, parce qu'on se retrouve au milieu d'un terrain de guerre entre des institutionnels, des exchanges et tout ça, et qui se tirent tous dans les pattes les uns les autres parce qu'il y a tellement d'argent en jeu que du coup ils veulent être les premiers à tout rafler et les meilleurs. Et donc du coup, ils se tirent les uns dans les pattes dans les uns des autres. Au milieu de tout ça, on a des petits merdeux qui ont aucune espèce d'idée de ce qu'ils sont en train de faire, parce que pour eux, c'est un jeu, parce qu'ils n'ont aucune conscience de rien, étant donné qu'ils n'ont pas d'expérience de vie, qui se sont retrouvés du jour au lendemain millionnaires. Donc là, on est sur un terrain de guerre. On est au centre. On est, vous savez, comme autrefois, quand ils se tiraient dessus, voilà, c'est exactement la même chose. Ils se tirent, les deux camps se tirent dessus, et nous, on est au milieu, pauvres petits investisseurs, on se retrouve au milieu de ce terrain de guerre avec des petits merdeux qui jouent en plus sur le même terrain. Donc moi je veux plus jouer à ça, voilà, je vais les laisser faire leur guéguerre, parce qu'on peut pas savoir à l'avance qui va couler qui et quand, mais c'est ça le but finalement. Et donc moi je veux plus être là-dedans, on ne peut plus faire confiance en rien, on peut plus faire confiance en personne, parce que même les projets dignes de ce nom, même les projets qui sont bons et qui ont des bonnes tokenomics, qui ont des bons fondamentaux, etc., ne sont pas à l'abri des tricheries de leurs concurrents. Vous comprenez? Puis ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Donc c'est pour ça que moi, je vais rester très soft avec les leaders de catégorie. Et puis, voilà, c'est pas mal ça. Je fais plus de DeFi, je fais plus tout ce genre de choses, parce que tant que... À un moment ou à un autre, ça va s'équilibrer tout ça, parce qu'il y aura tellement de merde que les gens voudront plus investir et deviendront frileux. Mais tant que ça se calme pas, là, on en est vraiment en plein dedans. J'ai pas envie d'être de la chair à canon, tout simplement. Alors écoute, merci Noah pour cette participation. On va libérer nos auditeurs. Très belle journée à tous. Bye. Merci à toi Stéphanie, et merci à tous pour votre écoute. Restez prudents, informés, et à très bientôt pour de nouvelles discussions. Belle journée à tous, bye.